Maintenant, nous allons de la forêt aller vers les montagnes et accueillir Anne-Laure Blanc, qui est essayiste, directrice des éditions jeunesse de la Nouvelle Librairie, membre du premier cercle de l'Institut Iliade et qui pratique l'alpinisme depuis son adolescence. Anne-Laure a gravi une centaine de voies, autant en escalade qu'en haute montagne. Une expérience qu'elle qualifie de modeste, mais qui est fondamentale dans sa vision du monde. Aujourd'hui, Anne-Laure s'adonne à la randonnée d'altitude et elle a définitivement fait sienne la devise de Marguerite de Savoie, la reine alpiniste, « Sempre avanti ». Alors, une bien étrange rencontre a eu lieu en 1991 dans une haute vallée alpine du Tyrol. Des randonneurs tombent, par hasard, sur un corps momifié. Le lendemain, Reinhold Messner, le plus célèbre alpiniste de cette fin du XXe siècle, vient rendre un dernier hommage à celui qu'on croit être un Tyrolien âgé de 500 ans. Stupéfaction, la momie a en réalité plus de 4500 ans. Ötzi est entré dans l'histoire de l'alpinisme. Ce chasseur passait un col à plus de 3000 mètres d'altitude, comme l'ont fait avant et après lui bergers, chasseurs, commerçants, soldats ou pèlerins, pour aller de l'autre côté. Mais crues, avalanches, chutes de pierres, brouillards, orages et diablons en tout genre faisaient qu'on ne s'attardait pas. 2 août 1913, la première ascension de l'Olympe, à 2918 mètres, est réalisée par 2 Suisses, guidés par un berger grec. Premier depuis que les dieux sont partis. À la veille du solstice d'été 2014, 11 membres du premier cercle de l'Institut Iliade se retrouvent au sommet de l'Olympe pour placer l'Institut sous le patronage des Olympiens, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est une randonnée juste un peu technique. En 2019, record de fréquentation sur l'Everest et record en tout genre d'ailleurs. À côté de cela, chaque été, des milliers d'alpinistes anonymes gravissent qui la barre des Écrins, qui la dent du géant, ou tout autre sommet classique des Alpes, sans en faire mention dans la presse. Qu'est-ce qui pousse donc les hommes à aller toujours plus loin, toujours plus haut? Être en montagne, c'est d'abord, bien sûr, être au plus près de la nature. Une nature qui est un objet d'étude pour les scientifiques, un objet d'émerveillement pour les artistes, un état de fait pour les philosophes, la nature est, point. Pour les alpinistes, elle est l'objet de toutes les passions et de toutes les attentions. Les savants genevois du XVIIe puis du XVIIIe siècle, hommes des Lumières, n'ont plus peur des diablons. Ils veulent savoir, mesurer et décrire. En ligne de mire, la montagne maudite, notre Mont Blanc, atteint en 1786 par les chamoniards Balmat et Paccard. Ensuite, on lance énormément d'expéditions qui se veulent scientifiques. Dès le milieu du XVIIIe siècle, c'est le sentiment de la montagne qui va mêler l'émotion et la raison, notamment avec les romantiques et surtout avec les Anglais. Car ces rentiers cultivés voyagent et racontent. Ils inventent le tourisme et le grand tour franchit bien sûr les Alpes. Puis, à force de franchir les Alpes, ils y restent. Au XIXe siècle, l'alpinisme devient donc une variante la plus héroïque du tourisme. Pour Leslie Stephen, les Alpes sont donc le terrain de jeu de l'Europe, un terrain de jeu qui va s'étendre au monde entier, jusqu'à ce que George Mallory, en 1923, face aux journalistes qui lui demandaient pourquoi gravir l'Everest, la célèbre réponse « parce qu'il est là ». En décembre 2019, l'UNESCO a reconnu l'alpinisme comme une des richesses du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Parce que l'alpinisme consiste à gravir des montagnes et à revenir. Mais ce n'est pas la seule dimension. S'il a la nature comme socle, l'alpinisme est bien perçu comme une aventure culturelle, voire spirituelle, avec Prométhée et Orphée. Vous l'avez donc compris, l'alpinisme n'est pas tout à fait un sport de nature, comme le ski, le canotage ou la pêche à la ligne. L'alpinisme, bien sûr, a partie liée avec la géographie. Il se pratique d'abord dans les Alpes, on parle aussi de pyrénéisme dans les Pyrénées, puis au fil des explorations dans tous les massifs montagneux, avec, selon la célèbre formule de Georges Livanos, des parois verticales qui se redressent encore,
peu de faune, peu de végétation, un climat contraignant. Il a aussi partie liée avec l'histoire, car il est né dans le massif du Mont Blanc, donc au XVIIIe siècle, avec l'association des guides paysans locaux et des clients urbains, les messieurs, les mandchus. Viendra ensuite le temps des cordées sans guide, des solos, des amateurs, des professionnels. L'alpinisme, c'est aussi très simplement une histoire d'hommes et de femmes avec leurs limites biologiques. Une moindre résistance au froid et au manque d'oxygène, des yeux, une peau fragile, et aussi des limites psychiques et une grande créativité. Aujourd'hui, on peut donc définir l'alpinisme, et c'est la définition retenue par l'UNESCO, comme l'art de gravir des sommets et des parois en haute montagne, en terrain rocheux ou glaciaire, avec des techniques adaptées et des valeurs partagées par la communauté des pratiquants. Ces valeurs, c'est un savant équilibre entre tradition et innovation. Pour les alpinistes de très haut niveau, il s'agit d'aller, bien sûr, là où les autres ne sont pas allés, ou de passer au même endroit, mais autrement. Toujours plus dur, toujours plus haut, toujours plus beau. Les pratiques aussi se sont diversifiées. Escalade, goulotte de glace, traversée, ski alpinisme, parapente, aile volante. Sans oublier les coureurs, les fameux colons-pipettes, qui narguent les adeptes du piolet-crampon. Je ne dresserai pas ici un catalogue des meilleurs alpinistes, à chacun d'avoir ses préférés, ses modèles, ses inspirateurs. Mais voir ces athlètes accomplir des exploits en haute altitude, cela fait rêver bien sûr. Mais rêver dans son canapé, cela ne fait pas un alpiniste. D'autant plus qu'à la lecture des récits de montagne, qui demandaient déjà un effort très relatif, se sont substitués quantité de films et de vidéos au vocabulaire souvent sommaire. Entre Mont Baudy et Mont Sublime, il reste néanmoins une place pour des montagnes plus accessibles et absolument fantastiques. Qu'il y ait des alpinistes hors du commun ne doit pas empêcher quiconque est en bonne santé de devenir alpiniste, au moins le temps de ses vacances. L'alpinisme demande une sérieuse formation, alliant diverses techniques, des nœuds d'encordement à la météo. Cet apprentissage indispensable est néanmoins gratifiant dès les premiers pas. Il y a un réel plaisir à réaliser de belles courses, adaptées à son niveau et à progresser. Et il faut y aller, parce que l'alpinisme est une magnifique école de vie. Je voudrais insister aussi sur deux dimensions de l'alpinisme, la dimension esthétique et la dimension éthique. Pour nous qui avons la beauté pour horizon, la haute montagne, bien sûr, ne laisse pas indifférent. Lever et coucher de soleil somptueux, bleu de la glace vive au fond d'une crevasse, granit chamoniard, calcaire des calanques, combat de bouquetin, vol de l'aigle. Un bel itinéraire, c'est une ligne d'escalade intelligemment conçue, une arête de neige esthétique, une traversée aérienne. De plus, quand on est extérieur à toute notion de record, on peut accorder plus de temps à la dimension artistique, voire philosophique de la montagne. Ce que fit par exemple Julius Evola. Il fut un alpiniste honnête pour son époque. Mais son ouvrage, Méditation du haut des cimes, l'entraîne à des altitudes bien supérieures, même s'il est parfois d'un lyrisme un peu démodé. L'alpinisme a aussi une forte dimension éthique. Audace, goût de l'aventure, sens de l'exploration, apprentissage de l'autonomie et de l'effort, prise de risques mesurée, connaissance des capacités et des limites de chacun, solidarité, engagement. Parce que l'alpinisme, c'est une suite de petites victoires sur soi-même, face au froid, au vide, à la fatigue, à la douleur. C'est savoir mesurer les risques objectifs, chute de pierre, orage, avalanche, et les risques subjectifs, mauvaise anticipation du niveau de difficulté ou méforme physique. Savoir renoncer aussi quand les conditions mettent la cordée en danger. C'est dans la retenue que réside la plus grande partie de la bravoure. Ce n'est pas de moi, c'est une réflexion d'Alex Honnold, un prodige de l'escalade en solo intégral. Car l'hubris est bien l'ennemi numéro 1 de l'alpiniste, bien avant les chutes de pierre. Donc solidarité et confiance, technicité et esprit d'aventure, amitié jusqu'à l'oubli de soi, c'est bien cela le lien magique de la cordée. L'alpinisme, tel qu'il se pratique aujourd'hui partout dans le monde, est un univers optimiste, prométhéen et orphique. Il considère que la nostalgie est vaine, même quand les glaciers fondent et que les drues s'effondrent. Il donne du sens, non pas à un prétendu progrès, mais à cette inventivité qui surprend, à cette adaptation réciproque des moyens et des buts. Ne me suivez pas, faites ce que vous voulez, mais ne m'imitez pas. L'important dans la vie est de trouver son propre chemin. Mais cela prend du temps et c'est sans doute la chose la plus difficile, explique Reinhold Messner. Parce que l'aventure est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer.
En effet, il y a une autre dimension de l'alpinisme qui reste assez méconnue, la remise en cause des dogmes, qui peut aller jusqu'à l'excentricité, mais qui va de pair toujours avec une conscience très nette de ses capacités. Suivre la trace des anciens, faire sa trace, ne pas laisser de traces. Pour conclure, de retour dans la vallée, demandons-nous de quoi l'alpinisme est la métaphore. Il incite à réfléchir sur la limite et l'illimité, sur la verticalité, sur le lien entre les hommes avec la symbolique de la cordée, sur l'apport, la peur et sur la mort. Mais d'elles deux, je ne dirai rien parce que le montagnard a ses pudeurs. Comment gravirais-je le mieux la montagne ? Monte et n'y pense pas. C'est le conseil de Nietzsche dans Le Gai Savoir. Et en effet, ces promenades le menaient au-dessus du lac de Sils Maria, dans les superbes vallées de l'Engadine. Mais déjà le pied sur la première prise, c'est le conseil récurrent des guides de montagne aux débutants. Mettre le pied sur la première prise, c'est se dire que l'on peut arriver au sommet. Ne pas le mettre, c'est y renoncer. Je tiens justement à remercier ici les guides de montagne qui ont eu la patience de me montrer la première prise. Ils ont su me donner confiance, m'assurer, me rassurer, veiller sur moi. En retour, j'espère ne pas les avoir mis trop en danger. Ils m'ont bien plus appris que la lecture de Nietzsche. Ou plutôt, ils m'ont aidé à le comprendre. Merci. Merci à Titou, à Jacques, aux deux Bruno, à Fred, à Dominique, qui m'ont offert près de 30 ans de grandes et belles joies. Et vous, que cherchez-vous ? Cette question devait être le titre du dernier chapitre du Monde Analogue, le célèbre roman de René Daumal. Un roman d'aventures alpines, non euclidiennes et symboliquement authentiques, écrit entre 1939 et 1944 et paru en 1952. Un roman resté inachevé. Et vous, que cherchez-vous ? Sempre avanti, en avant toutes. Merci beaucoup.